L'alimentation est bon marché. Elle est même bradée selon certains. C'est surtout le cas des denrées alimentaires de base qui sont vendues en dessous de leur valeur réelle. Si le prix est le facteur déterminant et si tout le monde est dans la même dynamique, il va de soi que les prix vont chuter. Mais au fait, comment fixe-t-on les prix? À vrai dire, les producteurs n'ont pas grand-chose à dire. C'est le distributeur qui fixe les prix. L'Union européenne subventionne les denrées alimentaires depuis des dizaines d'années. Dans quelle mesure nos gouvernants influencent-ils les prix? On utilise de l'argent public pour maintenir les prix au plus bas. S'il n'y avait pas d'aide, il n'y aurait plus d'exploitation en France. Quel pouvoir ont les consommateurs? En fin de compte, on n'est pas toujours prêt à mettre le prix. Birgit Rehag vient de faire ses courses hebdomadaires. Elle a dépensé plus ou moins 60 € pour nourrir sa famille de 4 personnes. C'est peu pour 7 jours. Du vin, du lait, des fruits, du pain, de quoi assurer le quotidien. La famille Rehag compte 2 petites filles pour qui une alimentation saine est importante. N'oubliez pas d'enlever vos chaussures. Mon petit chou. Les ménages allemands dépensent toujours moins pour se nourrir. Tout est bon pour faire des économies. Rares sont les consommateurs qui se préoccupent de la valeur réelle de leur panier de provisions. Pourquoi les produits alimentaires sont-ils si peu chers dans les supermarchés? Les consommateurs seraient-ils prêts à dépenser plus? Et si c'est le cas, pour quels produits? Évidemment, tout le monde préférerait consommer des produits sains issus de l'agriculture biologique. Mais en fin de compte, on n'est pas toujours prêt à y mettre le prix. Birgit Rehag fait régulièrement ses courses dans ce magasin Edeka à Hambourg. On y trouve les marques habituelles, mais aussi les produits propres à l'enseigne, à des prix bien plus attractifs. En nous limitant à certains articles pris au hasard, nous tentons de comprendre d'où ils proviennent, comment ils sont fabriqués et pourquoi ils sont si bon marché. Nous commençons par le rayon fromage. Les vitrines sont pleines de spécialités fromagères françaises dont Birgit Rehag raffole. L'un des plus gros fournisseurs est le groupe Lactalis, avec sa marque phare Président. Le camembert vaut 2,49 €. Il est fabriqué en Normandie. On est bien conscient en achetant un produit qui vient de l'étranger que le coût du transport se répercute sur son prix. Mais ça ne m'empêche pas de choisir un fromage juste parce qu'il me plaît. Je ne me préoccupe pas forcément de savoir si effectivement le fromage irlandais vient d'Irlande ou le français de France. Nous sommes à Longué-Jumelles dans le Maine-et-Loire, dans une exploitation somme toute classique. La plus grande partie du lait produit ici va servir à la fabrication des fromages Président. Mais la ferme n'est pas rentable. Yves Corvézier, son propriétaire, doit constamment augmenter sa production. Le fait de regrouper les 3 exploitations, le fait d'avoir un troupeau de 200 vaches, a concentré la main-d'œuvre, a concentré le matériel. Nous avons fait des économies d'échelle, nous avons augmenté l'efficacité, donc nous avons diminué le prix de production du litre de lait. L'exploitation produit 1,5 million de litres de lait par an, dont 80% sont vendus au groupe Lactalis pour la fabrication de ses fromages. C'est le groupe qui fixe les tarifs. Yves Corvézier n'est même pas consulté. Le prix, aujourd'hui, le prix de base, c'est 285 € la tonne, c'est-à-dire 28 centimes d'euros le litre. C'est le même prix que je vendais le lait quand je me suis installé en 1981. Donc c'est une catastrophe et c'est pour ça que beaucoup de producteurs de lait arrêtent.
Les mêmes prix qu'il y a 30 ans. Comment est-ce possible? Est-ce une conséquence de la politique de subvention de l'Union européenne? Le camion de la laiterie ne passe que tous les 2 jours. Il faut donc conserver et réfrigérer le lait pendant ce temps. Et cela représente une dépense supplémentaire. Le lait va servir à la fabrication du fromage président, un produit de grande consommation qui va faire bien du chemin avant de se retrouver dans les rayonnages des supermarchés. D'abord de Longuet à Domfront, puis vers le sud de l'Allemagne, jusque chez le distributeur qui alimente les pays situés à l'est de la France. Avant d'arriver dans le supermarché de Hambourg, le fromage aura parcouru plus de 1600 km. Malgré cela, il coûte toujours 30 centimes de moins qu'en France. Comment est-ce possible? Jens Peter Loy est professeur d'économie agricole à l'université de Kiel. Pour lui, le transport de marchandises sur de grandes distances n'est pas rentable pour tous les produits. Les coûts liés au transport sont d'autant plus importants que la valeur du produit est faible. La première remarque à faire est que le transport routier est bien plus onéreux que le transport maritime. Or, à l'intérieur de l'Union européenne, les produits utilisent tout naturellement la voie terrestre. Le cas des fromages est un peu particulier, en ce sens qu'il s'agit là de spécialités pour lesquelles une distribution à dimension européenne peut éventuellement se justifier. Pendant plus de 3 ans, Andreas Straub a occupé la position de manager chez Aldi. Il connaît les rouages du dumping commercial. Des spécialités françaises à prix cassé? Ce n'est pas un problème. Avec la pression qu'exercent les discounters, rien n'est impossible. L'Allemagne aussi a sa spécialité. Les denrées alimentaires y sont meilleurs marchés que partout ailleurs en Europe. Cette situation est certainement liée au fait que le pays compte le plus grand nombre de discounters en Europe. Ils représentent environ 40% du marché en Allemagne, pour seulement 11% en France. Il va de soi que cela influence le prix des produits. Le calcul n'est-il pas un peu rapide? Les discounters ne jouent-ils pas avec les aides publiques versées à l'industrie alimentaire? Les prix cassés ont aussi des répercussions sur la santé de l'exploitation laitière d'Yves Corvézier. Sans les fonds de l'Union européenne, il ne pourrait maintenir son activité. Le rôle de Bruxelles, on est un petit peu dubitatif, on y croyait beaucoup, on y croit encore beaucoup. Mais Bruxelles aide finalement à compenser le prix. C'est une aide à la consommation pour qu'on puisse produire de l'alimentation en dessous du coût de revient, en dessous de ce que ça nous coûte. Parce qu'en réalité, le fromage devrait être bien plus cher en rayon. Yves fait ses calculs. Eh bien, le fromage coûterait minimum 3,5 €, quoi. Il faudrait rajouter 30%. Il faudrait rajouter 30%, donc 3 fois 2, 6, oui, 3,60 €. Ouais. Nous, on reçoit une aide importante, je n'aime pas le terme subvention, une aide importante qui est autour de 80 000 € pour 250 hectares pour 10 salariés, 5 salariés et 10 personnes à travailler en tout. Mais comme notre lait est vendu en dessous du prix de revient, c'est juste une compensation. Et notre revenu est inférieur le revenu total est souvent inférieur à l'aide. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'aide, il n'y aurait plus d'exploitation en France. Produire en dessous du prix de revient n'est possible qu'avec l'aide de l'Union européenne. Seraient-ce ces subventions qui font baisser les prix? Les aides agricoles existent depuis les années 1950. Elles sont un mélange compliqué de subventions bien intentionnées et de concessions accordées au lobby des syndicats agricoles. Le but était de venir en aide aux petits exploitants agricoles en leur assurant des revenus suffisants de façon à ce qu'ils n'abandonnent pas leurs terres pour aller chercher des salaires plus attrayants à la ville. Brigitte Halfter fait partie d'un groupe de journalistes qui tentent de démêler l'écheveau complexe des systèmes de subvention. Chaque année, l'Union européenne verse 58 milliards d'euros d'aide financière à ses exploitants agricoles. 10 milliards reviennent à la France, contre 6 pour l'Allemagne. Le partage est inégal.
Dès le départ, il était prévu de donner plus aux gros producteurs. L'importance de la production est souvent liée à la taille de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle les versements directs. En Allemagne, quelqu'un qui exploite un terrain agricole ou un pâturage touche en moyenne 320 € par hectare, peu importe ce qui l'y fait pousser. En clair, plus on possède de terres, plus on touche de subsides de Bruxelles. Cela profite principalement aux exploitations qui pratiquent l'agriculture et l'élevage conventionnels à grande échelle, comme celles qui produisent des céréales ou du lait. La politique de l'Union européenne est conçue pour une agriculture industrielle. 1,5% des exploitants agricoles européens bénéficient à eux seuls de 30% du budget total, à savoir 17 milliards d'euros. Les 98,5% restants doivent se partager 41 milliards d'euros. Ce système mériterait d'être réformé. On pourrait fixer des objectifs ambitieux. Par exemple, subventionner l'agriculture biologique plutôt que la production de masse, en encourageant financièrement les agriculteurs prêts à respecter les normes de production biologique. L'agriculteur qui exploite un hectare de manière conventionnelle pourrait peut-être décider de travailler différemment s'il y avait une volonté politique de promouvoir l'agriculture biologique. En fait, il se mettrait en conformité avec les aides proposées. Il s'agit après tout de soutenir financièrement une décision politique. En réalité, les fonds sont des instruments politiques. Mais la réforme a échoué. La prime à la surface est maintenue. Les efforts pour imposer une politique agricole durable ont été balayés. La politique agricole de l'Union européenne a toujours privilégié l'efficacité de la production de masse. L'objectif de la politique agricole européenne est d'être toujours plus rentable. Il faut gagner en productivité pour être toujours plus rentable. C'est écrit dans les traités. Je crains qu'il ne reste pas grand-chose d'écologique dans cette réforme agricole et qu'on perde à nouveau 7 ans. Le bon vieux système d'arrosage qui veut que quiconque possède un terrain obtienne de l'argent devrait subsister aux dépens des producteurs biologiques, qu'on aurait pu et qu'on aurait dû encourager. Pour Yves Corvézier, rien ne va changer. Il va continuer à percevoir des aides qui seront toujours insuffisantes, notamment parce que les subventions s'accompagnent de conditions qui génèrent forcément d'autres dépenses. Comme sa ferme se situe sur les bords de la Loire, elle est soumise à une réglementation très stricte en matière de protection des eaux. Quant à la petite fromagerie qu'il a installée, elle ne répond plus aux normes de l'Union européenne. Il espérait gagner un peu d'argent en diffusant ses produits laitiers en vente directe, mais cela va être difficile. On a fait une mise aux normes en 2000 qui nous a coûté déjà 400 000 €. Donc on a travaillé beaucoup pour amortir cette mise aux normes qui n'est pas terminée, l'amortissement n'est pas terminé. Et les nouvelles normes qui entrent à nouveau en place, zone sensible, plus le fait que on était aux normes pour jusqu'à 200 vaches, si nous passons à 202 vaches, les normes changent. Et il faut tout recommencer. Les fonds européens ne lui font pas de cadeaux. Pour arrondir ses fins de mois, il commercialise ses propres produits. Un fromage du terroir pour des gens du terroir. On a mis la vente directe et la production de produits labourés en place pour essayer de contrer la baisse du prix du lait, puisqu'il n'y a aucune visibilité d'augmentation du prix du lait à l'avenir. Et les consommateurs intéressés par la qualité, puisque c'est vraiment des produits qui n'ont rien à voir avec le produit industriel. Yves Corvézier reste dépendant des subventions. Celles-là même qui contribuent à tirer le prix des denrées alimentaires vers le bas. Les agriculteurs sont pris dans un cercle vicieux. La concurrence des produits bon marché est écrasante. Les discounters comme celui-ci proposent 45 000 articles en promotion, des produits de consommation de masse, élaborés à faible coût. En fait, ce sont surtout les produits alimentaires de base, comme le lait et le pain, qui sont subventionnés par l'Union européenne. Des produits que le consommateur a l'habitude d'acheter à bas prix.
Je choisis toujours un peu les mêmes produits. L'emballage ne m'influence pas beaucoup. Je fais attention, si quelque chose me plaît, j'en vérifie le prix. Il m'arrive de reposer un produit si je le trouve trop onéreux. Je crois qu'on assiste à un phénomène de prise de conscience progressive. En tout cas, il y a une clientèle attentive à l'origine des produits et à leurs ingrédients. Mais il me semble tout de même que pour la grande majorité des consommateurs, cela n'a aucune importance. Ceux-là ne fréquenteront que les discounters et achèteront systématiquement ce qu'il y a de moins cher. Ils sont le fonds de commerce des discounters. Personne ou presque ne s'interroge sur la façon dont un prix est établi. Le processus qui détermine le prix final reste toujours un mystère. Qui fixe le prix de vente? Chez nous, ce calcul se fait au siège. Edeka dément par écrit. Le siège se contente de proposer des prix indicatifs. Ceci résulte d'un ensemble de facteurs. Alors, qui décide vraiment? Qui participe à la fixation des prix? Quel est le véritable pouvoir des discounters? Si l'on s'en tient à la structure du marché, le commerce alimentaire de détail a toutes les cartes en main. On n'est pas dans une situation de monopole, mais plutôt d'oligopole. Cela signifie que les 5 groupes les plus puissants se partagent 80% du marché. S'ils s'entendent sur une politique tarifaire qui privilégie les prix bas plutôt que la qualité, alors les prix baissent. Les discounters entretiennent la concurrence. Celui qui sera le moins cher fera le plus de profit. Et en matière de prix cassés, ils sont les plus forts. Aldi est impitoyable dans ses négociations avec ses fournisseurs, ce qui lui permet d'avoir les prix les plus bas. Les autres enseignes, pour rester compétitives, doivent s'aligner sur ces prix. Elles peuvent essayer d'être moins chères, mais elles savent bien qu'à ce jeu, Aldi aura toujours le dernier mot. Andreas Straub nous décrit un système qu'il ne voulait plus cautionner. En tant qu'ancien chef de secteur chez Aldi Sud, il connaît l'âpreté des méthodes de négociation du groupe. Les agriculteurs, tout comme les producteurs de produits de grande consommation, ne pèsent pas lourd face à un géant comme Aldi. Il y a un déséquilibre extrême entre d'un côté tous les petits ou moyens producteurs et de l'autre ces 4 énormes centrales d'achat surpuissantes. Il ne peut pas y avoir de négociation équitable. La société Harry est l'un des principaux fabricants de pain de mie en Allemagne. Le principe de l'entreprise est le suivant. On achète et on vend à un niveau régional, tout en produisant en masse. L'entreprise ne touche aucune subvention. La pression est double. D'un côté, les discounters qui exigent des prix bas, et de l'autre, les boulangeries artisanales, un autre type de concurrence. Les consommateurs comparent soigneusement les prix. Il y a toujours moins de produits pour lesquels le consommateur a une idée précise du prix. C'est le cas du lait, du beurre et bien entendu du pain qu'on va acheter au moins une fois par semaine. C'est sur ces produits de première nécessité que la bataille des prix fait rage. C'est sur ces 30 ou 40 références que les marges bénéficiaires sont les plus faibles. En fin de compte, les enseignes gagnent de l'argent sur les autres articles. Mais les prix des produits de première nécessité sont on ne peut plus bas. Une pression tarifaire à laquelle même cette boulangerie vieille de plus de 300 ans ne peut se soustraire. L'entrepreneur y répond par une industrialisation de sa production, si possible sans perte de qualité. Les transformations sont onéreuses. D'importants contrôles à chaque étape de la fabrication doivent permettre une production de qualité au plus bas prix. En 1 heure, nous fabriquons 7500 pains. Les cycles sont variables car nos pains sont fabriqués en fonction des demandes des distributeurs. Par jour, cela représente en moyenne 180 000 pains de mie. La boulangerie industrielle tente de maintenir les coûts internes au plus bas.
la production est automatisée de A à Z. 45 boulangeries régionales sont réparties sur la moitié du territoire allemand pour limiter les frais de transport. Les céréaliers qui livrent le blé sont installés aux abords de ces boulangeries. Malgré cela, le pain Harry n'échappe pas à la pression tarifaire des discounters. Les produits à marque d'enseigne représentent une terrible concurrence pour les autres marques. Finalement, c'est le client qui décide. Un produit bon marché ou plutôt quelque chose de plus cher. Dans quelle mesure une boulangerie industrielle peut-elle déterminer le prix auquel son pain va être vendu dans un supermarché ? Au regard des coûts de production, le pain ne devrait-il pas être vendu plus cher ? Concernant le prix de vente en magasin, je ne peux rien vous dire. Cela se négocie entre notre service commercial et notre partenaire. Nous n'intervenons pas dans ces négociations. Il se trouve que les commerçants de détail achètent aussi de la farine. Ils revendent les paquets au kilo et cela influence aussi le marché. Les acheteurs connaissent bien le prix de la farine et utilisent leurs connaissances dans leurs négociations avec les boulangeries, par exemple. Franz Engelke a une longue expérience dans le commerce du pain. Il est le porte-parole des moulins Schüttmühle, qui, entre autres, fournissent la boulangerie Harry en farine. Les moulins transforment 150 000 tonnes de céréales par an. Des céréales récoltées à moins de 150 km de là. Une fois de plus, pour réduire les dépenses, on privilégie les produits régionaux. Le travail à l'échelle régionale suppose de réduire les distances de transport vers nos clients et d'essayer autant que possible de nous fournir auprès des producteurs locaux. Il s'agit de trouver le bon compromis, à la fois proche du client et proche de l'exploitant agricole. C'est aussi un avantage pour les agriculteurs qui ont moins de frais de transport. Contrairement aux producteurs laitiers, les céréaliers s'alignent totalement sur le prix du marché mondial. Naturellement, il est soumis à d'importantes fluctuations. En ce moment, le prix des céréales ne descend que rarement sous la barre des 200 €. À ce tarif, le producteur céréalier peut couvrir ses frais. Et du côté des moulins, ils fournissent une farine de qualité aux fabricants, qui fournit un pain de qualité aux commerçants. Or, ce dernier exige des prix bas sur les aliments de base. Et on en arrive à vendre le pain bien au-dessous de sa valeur réelle. Cela fait partie de la stratégie des discounters. Avec leurs produits à marque d'enseigne, ils font pression sur les autres marques. La gamme de base des discounters ne repose pas sur les marques des fabricants, mais sur leurs propres marques. Cela leur permet de gagner un peu d'indépendance par rapport aux autres fabricants et ainsi de proposer les prix les plus bas. En conséquence, ils s'épargnent quantité de tracas et peuvent s'organiser librement de façon à être les plus rentables possibles. En fin de compte, ce sont les employés, mais aussi les petits et moyens fournisseurs qui en subissent les conséquences. Il y aura toujours des gens pour apprécier la véritable qualité des produits, et c'est une bonne chose. Mais dans le doute, la grande majorité des consommateurs choisira un produit bon marché plutôt qu'un produit sain. Depuis des années, les agriculteurs biologiques essaient de s'opposer à cette tendance. Ils proposent des prix équitables et une production respectueuse de l'environnement et des besoins des animaux. Ils séduisent de nombreux consommateurs. Mais ici aussi, la guerre des prix fait rage. Les produits biologiques sont soumis aux mêmes conditions de commercialisation que les autres. Ce n'est pas parce qu'un produit est biologique qu'il sera commercialisé différemment des autres. Vous allez rencontrer les mêmes experts en marketing et les mêmes marchands au cours des négociations. Ce ne seront peut-être pas les mêmes individus, mais ils auront le même type de discours.
Dans le secteur de l'alimentation biologique, les concurrents observent les prix de leurs voisins comme ailleurs. Les enseignes se livrent la même guerre des prix et s'alignent les unes sur les autres. C'est indéniable. Heinz Elfenkemper-Rehmann compte plus de 30 ans d'expérience. Lorsqu'il a commencé à produire aux normes biologiques en 1981, personne ne connaissait ce genre de produit. À l'époque, la politique d'aide de l'Union européenne était bien différente. On subventionnait les produits, pas les surfaces. L'augmentation de la production biologique s'accompagne de contrôles plus stricts. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions nécessaires, les sanctions pleuvent. C'est exact. Si on ne respecte pas les exigences, on est sanctionné et les primes nous sont retirées. Ça vous est déjà arrivé ? Nous avons été sanctionnés parce que nous avions oublié de déclarer une parcelle de terrain. Un petit prêt d'1 hectare nous avait échappé. Nous ne l'avions pas enregistré. Nous avons dû le déclarer par la suite. Et nous avons été sanctionnés. Cet exploitant qui pratique l'agriculture biologique subit de fréquents contrôles. C'est une volonté politique. On ne touche des aides que si toutes les conditions sont respectées. Son fils Janosch a récemment rejoint l'entreprise familiale. Il ne se destinait pas à être agriculteur. Il avait de bonnes raisons. Avec tout mon travail, j'ai souvent été amené à négliger ma famille. Je ne m'en suis aperçu que plus tard. On s'est lancé dans l'alimentation biologique et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la tête d'une grande surface de produits bio. Ce n'était pas notre idée au départ, mais c'était nécessaire pour assurer la commercialisation de nos produits. C'est une période dont je n'aime pas trop me souvenir. Toutes les exploitations pionnières en matière d'agriculture biologique ont cela en commun que leurs débuts ont été très difficiles. Ce n'est qu'à la suite d'un très long travail qu'elles ont pu se constituer une clientèle fidèle. Maintenant, tout le monde connaît l'agriculture biologique. Mais les débuts ont été très difficiles. À l'époque, on parlait peu d'agriculture biologique et les prix étaient extrêmement élevés. La lutte acharnée pour trouver les clients a fini par payer. Encore un mérite de la ferme du Hamfelderhof. Maintenant, une nouvelle lutte s'engage, celle des prix et de la qualité. Je considère plutôt comme un avantage le fait que le bio soit plus commercial et qu'on puisse en trouver un peu partout. Ça peut aussi être un inconvénient parce que les contrôles se multiplient et aussi parce qu'une grande partie de la production ne se fait plus en Allemagne. On importe des produits de l'étranger et la qualité s'en ressent. Les discounters proposent également des produits biologiques. Et bien entendu, cela joue sur les prix. Nous accompagnons Birgit Rehag au rayon laiterie. Elle veut un lait de qualité pour ses enfants. Dans la jungle des marques, le choix est difficile. Birgit Rehag veut du lait bio. J'aurais naturellement tendance à choisir la marque bio de Edeka, mais je suis prête à changer. Je veux bien essayer autre chose si je sais que ça en vaut la peine. S'il s'agit d'un produit régional fabriqué dans le respect des principes de développement durable, alors je veux bien l'essayer, quitte à dépenser un peu plus d'argent. À notre demande, Birgit achète aussi du lait produit au Hamfelderhof. Le litre coûte 30 centimes de plus que celui de Edeka. Ce que Birgit ignore, c'est que les normes écologiques des deux produits ne sont pas du tout les mêmes. Nous procédons à un test. Le mari de Birgit ne connaît pas le lait du Hamfelderhof. Lequel choisira-t-il ? Je choisirais ce lait bio parce qu'il me semble plus sain, plus nourrissant ou plus riche que les autres. Mais je dois avouer que je ne connais pas les autres. Le logo bio sur l'emballage attire le consommateur, tout comme les prix bas. Pourtant, les agriculteurs biologiques proposent des produits de bien meilleure qualité que le lait de Edeka, aux normes biologiques européennes assouplies. De toute façon, le consommateur dépensera plus que le prix affiché.
Finalement, c'est le consommateur qui subventionne tout. On utilise de l'argent public pour maintenir les prix des denrées alimentaires au plus bas. Si le consommateur disposait de cet argent, il pourrait dépenser plus pour ses courses. C'est vraiment n'importe quoi. En tant qu'économe, je dirais qu'il faut définir une période d'adaptation. Une telle politique doit être limitée dans le temps. Il faut un jour y mettre un terme. Or, aucune date n'est envisagée pour le moment. Les coûts de production du lait biologique sont extrêmement élevés. Heinz Rehmann touche 40 000 € par an de l'Union européenne. Il est dépendant de ces subventions. Les vaches ne prennent leur douche qu'à 38 degrés, précisément. Sans elles, il ne pourrait pas poursuivre son activité. C'est le cas de toutes les exploitations agricoles qui ne font pas partie des 1,5% d'exploitations industrielles. Une exploitation conventionnelle réalise environ 50% de son chiffre d'affaires grâce aux subventions de l'Union européenne. C'est un facteur déterminant de ses revenus dont elle ne pourrait pas se passer du jour au lendemain. Le prix du lait n'a pas changé en Allemagne depuis 30 ans. C'est le cas aussi du lait biologique. Encore une conséquence des subventions. Les coûts de production, en revanche, ont doublé. On touche 42 centimes au litre. C'est lié à l'abondance du lait de printemps. À l'automne, la laiterie est plus généreuse, elle nous verse entre 45 et 46 centimes par litre. C'est exactement 13 centimes de plus que pour une exploitation conventionnelle. Mais l'exploitant n'en profite pas. Sans subvention, notre exploitation agricole n'est pas viable pour le moment. On a besoin des aides au maintien de l'activité biologique, mais aussi des primes à la surface de l'Union européenne, parce que le prix du lait est bas et la rentabilité en général trop mauvaise. Bien que les prix des produits biologiques soient plus élevés, ici aussi, on a besoin de subventions. Nous sommes en Bretagne, dans le port de Lorient, autrefois le point de départ d'une flottille de pêche capable d'assurer sa subsistance. Son directeur, Yves Guiriec, nous apprend que le port est désormais dépendant des aides de Bruxelles. Le parcours serait certainement plus compliqué sans le levier, je dirais, communautaire. Bruxelles et la communauté européenne imposent des contraintes en matière de gestion de la ressource, de traçabilité, de mise en marché, etc. Il est probablement aussi, je dirais, de bon sens qu'il soit présent au moment où il faut participer à dynamiser la filière et qu'il soit présent, y compris financièrement. Il est 3 heures du matin. Jackie Somsou prépare son bateau. Avec Julien, son fils de 22 ans, il met le cap sur la côte sud de la Bretagne. La zone de pêche varie avec les saisons. Au début de l'été, il faut compter 1h30 de bateau et parcourir jusqu'à 20 km en mer. Le fruit de sa pêche est destiné aux poissonneries, aux restaurants et aux rayons des supermarchés. On fait partie d'une sorte d'association, si tu veux, qui s'appelle Norma Pêche. Quand notre poisson est beau, si tu veux, ils leur mettent une sorte de petit écusson, un pins, dans l'ouïe, qui te prouve la qualité du poisson. Jackie Somsou joue la carte régionale. Il ne touche de fonds européens que pour réparer son bateau. Il dégage ses revenus de la vente de son poisson. Le système fonctionne parce qu'il se limite à un niveau régional. Un prix, des fois on le vend très bien, et des fois on le vend pour rien du tout, quoi. Après c'est l'offre et la demande. Plus tu en amènes, normalement, moins ça se vend. Et moins tu en amènes, bah, plus ça se vend, ils en ont besoin, tu vois. C'est l'offre et la demande. Donc quand tu pêches plein, en général, tu vends pas cher. Tu vois, donc des fois ça sert à rien de pêcher trop non plus. La pression financière est énorme. Le prix du carburant augmente, les importations de poissons de l'étranger aussi, les quotas de pêche diminuent, tout comme la longueur des filets.
Il doit absolument obtenir un bon prix pour son poisson. Donc moi, la pêche d'aujourd'hui, donc la pêche de lundi, va être vendue demain matin, enfin cette nuit. Là, ce sera la vente de mardi matin en fait. Voilà, et donc là, le poisson, il est avec un gars qui met des pins dessus, tu vois, pour certifier la qualité. Après, le poisson va aller dans un frigo. Et cette nuit, à partir de 3h30 du matin, ça va passer à la vente informatique. Et là, tu as tous les acheteurs qui sont tous répertoriés là. Qu'il s'agisse de pain, de lait, de fromage ou de poisson, de plus en plus de producteurs d'aliments de base privilégient la qualité et la proximité. C'est aux acheteurs de faire leur choix. Un produit industriel de masse ou un produit artisanal. Les prix suivent la loi de l'offre et de la demande, pas le montant des subventions. Mais nous, à notre niveau, notre poisson, si tu veux, c'est la petite pêche artisanale. Tu vois bien, c'est un petit bateau, un petit équipage. On ne pêche pas des grosses quantités. Notre poisson, il a une traçabilité, il a un suivi. Il est juste vendu, il est juste acheté par des poissonniers et ça va directement au consommateur. Il ne passe pas dans des usines de traitement ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. La pêche peut aussi se faire de manière industrielle. Et les industriels, en fait, dont le métier consiste à produire des plats élaborés, destinés à une consommation autre que purement le frais, évidemment cherchent, je dirais, leur production un petit peu aux quatre coins du monde. Hein, c'est pas évidemment du produit qui est puisé, je dirais, à l'Orient tous les jours. Non, c'est du produit qui vient de toutes les destinations, de tous les pays du monde. Là où on produit du poisson, c'est forcément un marché aujourd'hui qui est mondial et ces industriels-là s'adressent plutôt à ce marché. Les pêcheurs comme Jackie ne s'en sortent que parce que le poisson frais est considéré comme un produit régional de qualité. Nous sommes à Witzwort, dans le Schleswig-Holstein, sur la mer du Nord. C'est dans cette laiterie que le lait du Amfelder Hof est traité et conditionné. La laiterie fait plutôt partie des petites entreprises laitières, bien qu'elle affiche un volume de 125 millions d'articles par an. Ici, on travaille aussi bien le lait conventionnel que le lait biologique. Cette étape est cruciale dans le calcul du prix du litre de lait. La laiterie peut très bien transformer le lait en beurre ou en lait en poudre. Ces produits sont facilement exportables et cela contribue aussi à déterminer un prix plancher pour le commerce de détail. Même s'ils en avaient le pouvoir, les producteurs laitiers ne pourraient pas forcer la main des laiteries. Celles-ci retireraient leurs produits du marché. Les exploitants du Amfelder Hof connaissent bien les règles. Ils défendent des prix fixés par la laiterie. La collaboration fonctionne, mais on reste vigilant. Il ne s'agit pas pour le Amfelder Hof de voir son lait bio mélangé à d'autres laits. C'est essentiel pour nous que le lait que nous livrons ici soit traité, transformé et conditionné séparément. C'est une exigence de base pour pouvoir collaborer avec la laiterie de Witzwort. Plus la laiterie est importante, moins les contrôles de qualité sont efficaces. C'est un point crucial pour le Amfelder Hof, qui produit relativement peu. Les producteurs biologiques sont dépendants de la pureté de leur lait. C'est le seul moyen pour eux de conserver le label de qualité bio. La séparation entre lait conventionnel et lait biologique n'est plus réalisable dans les productions de masse. Les producteurs laitiers gagneraient en indépendance s'ils disposaient de leur propre laiterie. Pour le moment, ils sont en bout de chaîne. Les agriculteurs occupent la position la plus faible dans le système. Ils subissent d'abord la loi des gros industriels et ensuite celle de la grande distribution. En fin de compte, c'est la distribution qui fixe les prix, peu importe la qualité du lait. C'est aussi elle qui gagne le plus d'argent dans la transaction. Le calcul est facile et transparent. Le producteur perçoit 30 centimes par litre de la laiterie. Celle-ci touche 50 centimes du distributeur
Ce dernier couvre ses frais de vente à partir de 70 centimes. Au-delà de cette somme, tout ce que le distributeur va toucher constituera un bénéfice net. Et les agriculteurs n'ont jamais compris qu'ils auraient dû garder le contrôle du marché de la distribution et de la transformation. Il y avait suffisamment de coopératives de producteurs pour que ça fonctionne, mais ils n'en ont pas saisi l'occasion. Les Rehmann en ont plus qu'assez de cette dépendance. Ils voudraient être impliqués davantage dans la prise de décision. Ils auraient ainsi plus de poids face aux distributeurs et du coup, plus de poids en matière de prix. Les gens comme nous, qui commercialisons nos propres produits, ne représentent que de faibles parts de marché. La plupart des laiteries ne sont plus capables de répondre à nos besoins. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable que nous poursuivions notre développement. Nous envisageons, nous et les agriculteurs avec lesquels nous sommes associés, de créer notre propre structure. Cela signifie que vous voulez créer votre propre laiterie pour être indépendant? Absolument. Mais là encore, il faudra compter sur les subventions pour couvrir les frais. Finalement, les consommateurs dépensent bien plus qu'ils ne le croient pour leur alimentation. Un consommateur paye à différents niveaux. D'abord, il achète son produit dans un magasin à bas prix. En Allemagne, les prix de l'alimentation sont bien trop bas et ne cessent de baisser. Ensuite, en tant que citoyen européen, il verse en moyenne 100 € par an pour la politique agricole européenne. Et ensuite, il doit encore couvrir les frais liés à l'agriculture conventionnelle. Ces frais devraient en réalité être inclus dans le prix des produits. Chaque Européen paie 33 centimes par jour d'impôts pour financer le système de subvention et 83 centimes par jour pour lutter contre les conséquences écologiques de l'agriculture conventionnelle. La pollution des eaux, par exemple. Cela représente la coquette somme de 417 € par an. Des coûts cachés qui devraient se répercuter sur le prix des aliments. Si les subventions européennes venaient à disparaître, les prix actuels pourraient augmenter. Mais les consommateurs seraient-ils d'accord? Pourquoi pas, si on a la garantie que l'allègement tarifaire se répercutera effectivement sur les ménages? Il ne faudrait pas qu'on supprime les subventions, que les aliments soient plus chers et qu'on continue à payer parce que l'argent est utilisé ailleurs. D'un point de vue économique, je m'y opposerai clairement. Il s'agit là d'aides découplées. Le prix du litre de lait ne changera pas si on supprime ces subventions. Cela n'entraînera pas de bouleversement majeur. Si vous pensez qu'en supprimant ces subventions aujourd'hui, vous condamnez toutes les exploitations de moins de 300 hectares à court terme, vous vous trompez. Ce ne sera pas le cas. Ça, c'est le point de vue d'un économiste. En attendant, les fonds européens seront toujours versés, les produits alimentaires seront toujours subventionnés et les prix vont continuer de baisser. Dans l'ensemble, le système ne devrait pas connaître de réformes structurelles majeures durant les 7 prochaines années. Lorsque les très grosses exploitations qui touchent des millions de subventions licencient leurs employés en hiver parce qu'ils ne peuvent pas ou plutôt ne veulent pas continuer à les faire travailler, il ne faut pas les encourager. Ce genre de choses me dépasse. En fait, on ne finance pas l'agriculture paysanne, on finance l'agro-industrie. Malheureusement, c'est là que se trouvent les lobbies les plus puissants.